de manque chez les personnes qui arrêtent de prendre ces drogues. C'est une spécificité des hallucinogènes. Alexander Shulgin teste les effets de chaque nouvelle molécule sur lui-même et sa femme Anne. Puis avec un groupe de volontaires. Il commence avec des doses infimes, puis les augmente progressivement et consigne à chaque étape toutes leurs observations. Les outils que j'ai créés étaient appelés au départ drogues psychotropes ou psychoactives, des drogues qui agissent sur l'esprit. À l'origine, le terme commun était drogue psychomimétique, ce qui veut dire qu'elles imitent la psychose. Puis, on les a appelées drogues hallucinogènes. Mais ce n'est pas très exact, car elles ne provoquent pas vraiment d'hallucinations. On parle plus de l'amnésie qui est associée aux hallucinations. Quant à moi, je les ai toujours appelées drogues psychédéliques. L'une des plus mémorables est probablement la 2O2CB, qui est une substance dont les effets commencent tout doucement. Lors de ma première expérience, elle m'a permis, dans un musée, d'observer des peintures et de comprendre pour la première fois pourquoi le peintre les avait peintes ainsi. À travers la peinture, on atteignait le peintre. Et c'est ce type de communication que je trouve extrêmement intéressante et frappante. L'idée d'ouvrir les portes de la perception est essentielle. L'esprit est constitué de toutes sortes d'éléments, idées, souvenirs des vies passées et à venir. Tout cela se trouve derrière des portes fermées. Il n'y a qu'une seule façon d'y avoir accès, les ouvrir, une par une, car autrement, on risquerait d'être submergé par la quantité d'informations. Mais je pense que cette idée d'ouvrir les portes de la perception est très importante, essentielle même, pour apprendre à se connaître. Nous avons tous une bête à l'intérieur. C'est un des sujets de recherche de ma femme, Anne. Il y a un animal en nous que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas le subconscient, mais l'inconscient. Un animal que l'on ne connaît pas. Et on ne sera jamais en paix avec nos propres aspects négatifs et nos problèmes psychologiques tant que nous n'apprendrons pas à connaître un petit peu cet animal. On peut ne jamais être d'accord avec cet animal, mais l'argument de ma femme, c'est que non seulement nous devons le connaître, mais nous devons aussi, ne serait-ce qu'un instant, observer le monde à travers ses yeux. Ce genre de choses peut nous aider à résoudre bon nombre de problèmes psychologiques. C'est donc un véritable concept que d'ouvrir ces portes. Si Alexander Shulgin ouvre les portes de sa propre perception avec la chimie, il en connaît aussi les risques, et sa démarche personnelle n'en fait en aucun cas un prosélyte de l'expérience psychédélique. J'essaie de ne pas devenir un utilisateur chronique de produits psychédéliques. C'est la découverte que je trouve excitante. Pas l'exploitation, mais la découverte. Et je veux rester capable de le faire. La plus célèbre découverte d'Alexander Shulgin, c'est l'ecstasy, qui va devenir la plus populaire des nouvelles drogues chez les jeunes. En fait, la molécule de l'ecstasy, le MDMA, a été inventée et brevetée en Allemagne en 1914 sans qu'on lui trouve une utilité. Elle a aussi été testée par la CIA comme sérum de vérité, sans résultat. Alexander Shulgin s'y intéresse dans les années 70 et lui trouve un profil très particulier. On lui a donné le nom d'Adam, ou ecstasy. On l'a appelé ecstasy quand il est devenu illégal comme produit, puis vendu et utilisé pour la danse. Ça tient de la même idée. La danse fait tomber les barrières. Elle permet aux gens d'interagir les uns avec les autres pendant un certain laps de temps. Le terme ecstasy était très répandu, mais le terme médical généralement utilisé était Adam. Pour ma part, je continue à l'appeler méthylène dioxyméthamphétamine, MDMA. Toutes les drogues du type MDMA sont très différentes des hallucinogènes. D'abord parce qu'elles ne provoquent pas d'hallucinations. C'est très rare, peut-être seulement avec de très fortes doses.
mais elle stimule l'humeur et facilite la communication. Certains les qualifient de prosociales. Pendant quelques années, le MDMA est utilisé par des médecins dans des psychothérapies. Mais après son interdiction, le MDMA devient une drogue synonyme de fête. Très efficace contre la fatigue, l'ecstasy est notamment utilisée par les danseurs dans les rave parties. Elle est consommée par près de 8 millions de personnes dans le monde. Comme le LSD, l'ecstasy agit sur le circuit de la sérotonine, mais elle cible un tout autre mécanisme. Dans un cerveau sans drogue, quand elle a achevé sa mission, la sérotonine est recaptée par une sorte d'aspirateur moléculaire, le transporteur. Ce nettoyage permet à la synapse de se tenir prête pour recevoir un autre message. L'ecstasy bloque le transporteur de la sérotonine, un important régulateur de l'humeur. Une cascade de sérotonine se déverse alors dans les neurones et provoque une sensation de joie et d'empathie. Le problème, c'est que les stocks de sérotonine se vident complètement. Les neurones ne peuvent plus fonctionner comme avant. On pense que si l'on prend 2 ou 3 comprimés de cette drogue, le stockage est diminué et 2 ou 3 jours sont alors nécessaires pour que le stock se remplisse à nouveau. C'est typiquement ce qui arrive à environ un tiers des sujets étudiés. Avec une seule dose, après 2 ou 3 jours, ils déclarent ressentir un blues de milieu de semaine. À l'échelle des cellules, l'ecstasy agit sur les neurones à sérotonine. Avec les techniques d'imagerie médicale, on peut maintenant voir quelles régions du cerveau sont atteintes par la drogue. En touchant le striatum, l'ecstasy facilite les mouvements et crée une certaine euphorie. Elle agit aussi sur l'amygdale, ce qui explique la disparition des peurs, peur des autres, peur de soi-même, et génère cette fameuse empathie que recherchent ces consommateurs. Mais l'ecstasy touche aussi plusieurs zones du cortex, comme le cortex préfrontal, le siège des facultés intellectuelles. Or, c'est dans cette zone que l'ecstasy endommage les neurones à sérotonine. On pense que si la drogue est prise chaque week-end, l'état du cerveau peut être profondément changé, parce qu'il s'agit alors d'un traitement chronique et non plus d'une dose unique. Cela peut mener à une altération complète de la capacité du cerveau à sécréter de la sérotonine. C'est le mauvais côté du MDMA, si on l'utilise fréquemment. Régulièrement attaqués par l'ecstasy, certains neurones à sérotonine n'arrivent pas à se régénérer. Des études sur les animaux montrent que l'ecstasy peut être neurotoxique, c'est-à-dire qu'elle peut détruire les neurones. Des dommages qui semblent irréversibles et qui peuvent entraîner des dépressions chroniques. Je pense que le MDMA, contrairement aux autres drogues, est potentiellement bien plus neurotoxique et dangereux que n'importe quelle drogue qui a des effets comparables, comme les hallucinogènes par exemple, pour lesquels nous n'avons pas démontré d'altération à long terme. Le MDMA est donc un cas spécial. Il est difficile de donner des recommandations d'usage. Il vaut mieux ne pas en prendre régulièrement. Et si quelqu'un me demandait mon avis, je dirais qu'il vaut mieux prendre ses distances avec cette drogue pour ne pas courir de danger. L'ecstasy peut être dangereuse pour les neurones, mais certains médecins voudraient l'utiliser à petite dose pour des psychothérapies, notamment pour aider des patients qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique.
C'est l'état de choc des vétérans du Vietnam qui a permis aux médecins d'identifier ce trouble psychiatrique qui n'avait alors pas d'existence officielle. Le psychologue José Carlos Bousso a prescrit de l'ecstasy à des patientes atteintes de syndrome de stress post-traumatique. Ces femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles vivent dans un état d'angoisse permanent. Le syndrome de stress post-traumatique est un